Bonjour à toutes et à tous. On a parlé beaucoup ce matin de brouillard informatique ou informationnel, pardon. Je suis à peu près dans le même type de brouillard, le brouillard du rhume que j'ai attrapé, ou peut-être, selon une excellente amie, une première allergie. Il n'est jamais trop tard, quoi. Ça participe de notre humilité. Bon, moi, je vais être un petit peu plus magistral, parce que je pense que sur les nouvelles menaces et les nouveaux acteurs, il faut en passer par un descriptif, hein, de façon à pouvoir envisager des mesures et un traitement. C'est ce qu'on appelle la géostratégie, tout simplement. Je le simplifie comme ça. Donc, un peu à l'instar de notre bon ami Christophe Salabrandillon et de M. Pierre Bell, hein, je vais certainement être un petit peu plus académique. D'abord, je voudrais corriger une opinion erronée de l'excellent M. Hofer, c'est que l'OTAN est faite pour assurer la sécurité de ses membres. Or, jusqu'à maintenant, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. C'est extrêmement simple. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir des polémiques inutiles qui nous font passer pour des gens faibles, des gens lâches. Non, pas du tout. Il s'agit simplement de répondre aux missions de l'OTAN. Si on veut intervenir, il faut remettre ça entre les mains de qui ? Les jeunes étudiants, là, hein, de l'ONU, tout simplement. Vous voyez, là, on n'en est pas là, hein, je peux vous le dire. La deuxième remarque que je voulais faire, toujours sur l'intervention de Xavier, là, c'est que si vous voulez, cette espèce de mouvement de violence auquel on assiste depuis quelques années, hein, même si ce n'est pas de la violence physique, hein, c'est une violence intellectuelle, hein, qui est au moins aussi déstabilisante et dangereuse que la violence physique. Retenez bien ça, hein, les jeunes, là. C'est extrêmement important de le retenir. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu. Vous voyez, ça, je vous ai présenté, là, j'ai un cours magistral avec avec Jean-Paul, là, sur le dérèglement du monde ou la rupture de l'équilibre international. Je peux vous dire que l'équilibre international, il a été rompu, hein, depuis pratiquement les années 79, les jeunes, c'est quoi, là ? Le début de la guerre en Afghanistan, avec les Russes. Ma conclusion de ce cours, c'était 2013, l'année de la nouvelle donne de la sécurité internationale. Alors on pourrait toujours me dire, ouais, mais regardez 2014, hein. Et puis vous auriez pu me dire, oui, mais regardez 2012. Non. L'affaire de la Crimée, si elle nous pète à la figure aujourd'hui, c'est-à-dire s'il y a des bruits de bottes, d'ailleurs, tiens, c'est là, on n'entend plus depuis la fin du pacte de Varsovie, cette expression que l'on entendait couramment, hein, jusqu'à la fin des années 80, les bruits de bottes. Il y a des bruits de bottes en Afghanistan, il y a des bruits de bottes ici, il y a des bruits de bottes. Symbole, si vous voulez, signe que la guerre, hein, elle était militaire. Maintenant, vous l'avez vu, hein, mais ce n'est pas l'objet de mon propos, malheureusement. Je dirais comme Pierre Bell, il me faudrait 3 heures de plus. Hein. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous voyez ? Alors je voudrais revenir un petit peu sur les 4 tendances, hein, qui ont créé l'équilibre international pendant la guerre froide, mais pas du tout après la guerre froide. Alors je l'ai qualifié ce constat d'occidental égocentré. Et oui, parce qu'on se prenait encore pour le centre du monde, hein, à la fin de la guerre froide.
Et on s'est dit, on a évité le 3e conflit mondial, super, hein, maintenant, terminé, on est tranquille. C'est pour ça qu'on a fait un livre blanc, hein, souvenez-vous, le 2013 et 2008, un livre blanc sur la sécurité, sur la défense et la sécurité nationale. Est-ce que vous avez remarqué, là, les gens de l'IH et compagnie, là, qu'il n'y avait pas de S à national? Et pourquoi? Pourquoi? Ben, je vous laisse méditer cette question. Alors, ça veut dire que la défense est plus nationale. Méditez cette question. Donc, ces 4 grandes tendances dont je vous parlais. Premièrement, je lis, hein, je suis désolé, l'établissement de la paix entre les États occidentaux, hein, à la faveur de l'insertion dans l'économie mondiale de nations autrefois désignées comme des adversaires. Je parle uniquement, évidemment, de l'Europe, hein, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Et, chose beaucoup plus importante, ce sont de véritables États-nations. Ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez bien, dans la majorité des pays du monde arabo-musulman. En dehors de, je dis arabo-musulman volontairement, hein, madame, en dehors de la Perse, je dis volontairement la Perse, hein, qui a une véritable identité nationale. Deuxièmement, la création de forces occidentales puissantes, regroupées au sein de l'OTAN, comme le disait M. Hofer, hein, dotées d'une avance technologique considérable et d'une capacité de projection lointaine. Enfin, ne rêvons pas. Qui est équipé de cette capacité, hein? Les États-Unis. Donc le développement de l'OTAN après Pacte de Varsovie, hein, pourquoi est-ce qu'il y a eu des réflexions intenses sur cette affaire-là? Parce qu'il fallait absolument que les Américains se désengagent, hein, de la protection de l'Europe, c'était réglé, hein, tout en restant un peu présents, hein, et qui nous essayent de nous confier la responsabilité de notre propre protection. Je vous laisse apprécier le résultat de cette affaire-là. Troisième grande tendance, la réticence des opinions publiques occidentales à l'usage de la force. Ah, ça, il faut bien prendre ça en compte dans tout ce qui se passe actuellement, dans nos interventions dans les conflits, hein, parce que c'est très important, et surtout lorsque ces interventions ne sont pas justifiées par des considérations de légitime défense ou des considérations humanitaires. Je ne pense qu'à la révolution libyenne, mais vous avez d'autres exemples. Hein. Alors, je sais très bien ce que vous allez me dire. Hein. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Mais oui, bien sûr, c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire que on va vous faire croire, hein, qu'on intervient pour sauver les Libyens, lesquels d'ailleurs, hein, qu'on veut intervenir pour sauver les Syriens, lesquels, hein. Et puis en fait, c'est pour protéger nos intérêts, c'est-à-dire les intérêts occidentaux, les intérêts des Russes, hein, ne rêvons pas. Hein. Pourquoi est-ce que le président Poutine s'accroche, hein, à la Syrie? À cause de Tartous, base militaire essentielle en mer Méditerranée des Russes. La Crimée, c'est malheureusement pas l'objet du sujet, mais la Crimée, c'est un peu la même logique. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une mesure plutôt positive. À l'issue des premiers conflits, en particulier le Rwanda, hein, qui est marqué, c'est la création d'un ordre juridique international. C'est ce qui est une grande nouveauté. On pourra dire ce qu'on veut, hein, sur la difficulté d'appréhender les criminels de tous ordres, qu'ils soient africains, qu'ils soient serbes, qu'ils soient, etc. En attendant, je pense que c'est une avancée nette au plan du droit mondial, du droit international. Alors, qu'est-ce qui est en fait déterminant dans ces tendances? Ce sont les conséquences de ces tendances. C'est-à-dire l'état d'esprit que nos Occidentaux, que nous, hein, avons acquis, hein, c'est-à-dire dans le domaine de la croyance. Merci Christophe, hein, c'est plutôt ça, hein, à l'étude de ces tendances. Hein. Alors, pour les États occidentaux, toujours, bien sûr, et notre pays en particulier, surtout lorsqu'il s'agit
d'identifier les enjeux stratégiques d'aujourd'hui pour chacun de ces pays, y compris pour les Américains. Définir les enjeux stratégiques, ça veut dire définir une stratégie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais j'ai trouvé sur la revue de défense nationale du mois de janvier des articles extrêmement intéressants, des essais, ceux qui l'ont lu, là, hein, sur l'incertitude. Alors, je voudrais dire au passage que on ne réfléchit pas dans la temporalité du monde, hein, les 25 années qui suivent un événement, en particulier la chute du mur de Varsovie, etc., du mur de Berlin, pardon, on ne raisonne pas, on n'a pas les capacités de raisonnement dans les 25 années qui suivent ces grands événements. Les révolutions arabes qui ne sont toujours pas achevées, moi je peux vous dire que c'est dans 25 ans, hein, au moins, hein, qu'on aura enfin des analyses cohérentes sur le processus, etc. D'ailleurs, en fait, est-ce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui? Posez-vous la question. Là, par contre, pour définir nos enjeux stratégiques, on en a besoin. Et je vous recommande vraiment la lecture de ce RDN du mois de janvier, parce que j'y ai relevé, en particulier, comme l'écrit Jean Dufour, 40 ans d'insécurité stratégique pendant la période de la guerre froide pour vivre, entre guillemets, un moment particulier de précarité stratégique. Autrement dit, et je cite là pour le coup, qui a fait aussi un essai, l'ambassadeur Francis Gutmann, hein, qui dit que depuis la fin de cette période de bipolarité, c'est de l'incertitude que naît d'abord l'insécurité. Alors ça vous paraît peut-être très philosophique, mais je crois qu'il faut partir de ces bases pour élaborer une stratégie, mais j'y viendrai tout à l'heure, qui n'est pas... la stratégie, c'est pas propre aux militaires. Hein. Je vous donnerai quelques citations tout à l'heure. En fait, la France, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La France comme l'Europe, hein, mais vous avez vu ce que vous a dit. Qu'est-ce qui nous a parlé de l'Allemagne, là? C'est vous, Christophe, ou Pierre, je ne sais plus. Ah, c'est vrai que la problématique, oui, c'est Pierre. La problématique de la défense aujourd'hui, elle n'intéresse plus les pays européens. Hein. À partir du moment où on est confortablement protégé par l'OTAN, hein, d'une invasion intérieure. Enfin, quoique, avec le terrorisme, bon, peu importe. La France doit penser sa sécurité dans un paysage stratégique précaire et semé d'incertitudes. C'est pour ça que ça pédale, hein, au niveau du ministère de la Défense, au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'on nous sort un livre blanc que tout le monde a... Je parle tout à fait franchement, hein, je peux me le permettre. Qu'on nous a sorti un livre blanc, certes extrêmement intéressant, qui essaye tant bien que mal de définir une stratégie alors qu'on n'a pas les enjeux stratégiques. Prenez-le comme ça. Hein. Si je me fais engueuler, c'est pas grave. Les enjeux stratégiques ont été définis et les ressources identifiées pour quelques années en 2013, hein, selon les errements. Selon les errements habituels, c'est pas moi qui l'écris, je crois que c'est Général Paris. Hein. Selon les errements habituels, vous savez ce que ça veut dire, les errements, hein, de l'articulation d'un livre blanc et d'une LPM. Ah oui, bien sûr qu'on a besoin de ça, hein, pour définir une stratégie. Hein. Il faut des moyens, il faut d'abord une politique et puis des moyens, bien sûr. Alors, il faut rester attentif, là aussi, je crois que c'est le Général Paris, hein, il faut rester attentif et même s'efforcer d'éviter que l'incertitude s'installe comme norme stratégique. Réfléchissez bien à ça. Et il s'agit donc, au moins dans le domaine géostratégique, d'être capable d'anticiper les menaces les plus probables pour répondre autrement au développement des crises. On vous fera un petit coup de pub tout à l'heure avec Bertrand sur les forces spéciales. Je préfère que ce soit lui qui le fasse, hein, puisqu'il en fait partie. Alors, j'ai très peu de transparent. Hein, alors, on est bien là. C'est pour ça que je crois qu'on a bien ciblé, Patrick, hein, ce colloque. On est dans la géostratégie. La géopolitique, c'est super. Mais comme je disais à mes étudiants, la géopolitique, c'est une acculturation. La géostratégie, c'est une action.
C'est-à-dire que de la géostratégie découle une stratégie, découle une stratégie mise. Alors, vous en avez une partie de définition. J'aimais beaucoup celle d'Hervé, hein, que je connaissais bien, hein, qui est décédé, vous le savez, il y a 2 ans, je crois. Hein. Il y a très peu de temps. Vous voyez ce qu'il disait, hein. Vous voyez, hein. C'est-à-dire que, en fait, on a confondu avec la période d'inhibition de la guerre froide, parce que ça nous a complètement inhibés. Hein. Je veux dire que nous, les Français, notamment en matière de renseignement, on était en 2e échelon de l'Alliance, je vous le rappelle. Et toutes les armées faisaient tous les ans les grands exercices de l'OTAN, la trouille de Fulda, machin, etc. Ah non, mais c'était extraordinaire. Hein. Mais nous, on n'a jamais eu... De toute façon, on a toujours gagné, mais je pense que du côté du pacte, c'était la même chose. Encore que. Mais surtout, ça nous a inhibé la réflexion. Vous n'imaginez pas à quel point. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les 25 années passant, vous voyez, puis ce sont les anciens hein, qui sont capables, par leur expérience, hein, c'est pas toujours que l'expérience des cons, hein, mais par leur expérience, et puis parce qu'ils ont le temps, hein, de réfléchir aux nouvelles stratégies. Quand on a demandé aux officiers généraux et à leurs officiers dans les années du début 90, 95, hein, 2000, de commencer à réfléchir sur quelle pouvait être la nouvelle stratégie de la France, les militaires intelligemment ont dit mais attendez, donnez-nous s'il vous plaît, monsieur le ministre de la Défense, donnez-nous votre politique de défense. Et c'est pour ça qu'on a tant traîné le livre blanc en nouvelle formule 2008. Hein. Bon, il y en a eu un en 2000, je ne sais pas combien, 2000. Le vrai, quoi. Celui qui a amené les idées de l'anticipation, de la connaissance, etc., c'était 2008. Hein. Donc, on est bien dans le domaine de la géostratégie qui dépasse largement, aujourd'hui, l'ancienne acception du terme, hein, c'est-à-dire l'étude de la fabrication des espaces par la guerre. On n'en parle plus de ça maintenant. Hein. Pour preuve, hein, en matière de stratégie, hein, quand on vous parle, quand on vous dit, on emploie l'adjectif stratégique. C'est une ressource stratégique. Ça veut bien dire que c'est une ressource d'intérêt national. C'est un sol stratégique. Le rôle de l'eau aujourd'hui est stratégique. De l'eau potable. Hein. Le rôle du pétrole est stratégique. Le rôle de la dimension symbolique de certaines zones est stratégique. Alors, est-ce que ça s'applique justement, hein, comme le disait Napoléon, je ne sais pas ce qu'il nous disait, la politique d'un État est dans sa géographie. Oui, à l'époque napoléonienne, mais maintenant on peut dire qu'il y a eu quand même un petit report. Hein. Alors c'est toujours un peu vrai, mais comme je vous rappelle qu'on fait ça dans le cadre de la mondialisation, hein, c'est vrai que le monde maintenant est le terrain d'action, hein, d'une manière générale, puisque nos ressources, par exemple, nos ressources énergétiques stratégiques, elles ne sont pas chez nous. D'accord ? Donc vous voyez, ça c'est très important. Alors fort de ça, on peut dire que le gouvernement d'un État et la définition de sa politique dépendent de manière permanente de la considération de sa situation stratégique. C'est tout bête. Alors, la meilleure illustration de ce que je viens de vous dire, c'est probablement cette fameuse joke, hein, qui a parcouru les couloirs de l'OTAN au lendemain de la dissolution du pacte de Varsovie. Hein, c'était la plaisanterie d'Arbatov. Arbatov, c'était un diplomate très proche de... Je ne sais pas s'il était proche de Gorbatchev ou d'Yeltsin, mais en tout cas, c'était un proche du pouvoir, hein, qui a dit à l'époque, on vous fait un cadeau empoisonné, on vous prive d'ennemis. Bah, aujourd'hui, c'est pas vrai, mais d'ailleurs, jamais les Occidentaux et le reste du monde auraient su se gausser de cette remarque. Parce que l'ennemi, on l'a retrouvé tout de suite. Hein. On l'a retrouvé tout de suite. L'ennemi, c'est tous ceux qui ne sont pas nos amis. Donc, alors, je vais vous prendre un exemple.
De cette remarque, vous voyez, d'Arbatov, hein, on a mis en lumière, je dis assez rapidement, je ne dis pas brutalement, mais je dis assez rapidement, un certain nombre d'incohérences stratégiques, hein, qui ont été révélatrices de l'absence de vision stratégique de nos amis d'outre-Atlantique en particulier. Je vais vous prendre un exemple, et un seul, parce qu'il y en a plein. Incohérence stratégique en Afghanistan dès les années 80, début de la guerre soviéto-afghane, 79. Les Américains, 83-84, naissance de l'Al-Qaïda 82, je crois, il me semble, ou non, ou le Hezbollah, enfin, peu importe. Les Américains prennent contact avec l'Arabie Saoudite et leur demandent de recruter des moudjahidines qui ont formé la première brigade internationale islamiste. C'est quand même le gag. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retournée contre eux, et contre nous d'ailleurs, sous d'autres appellations, hein, Al-Qaïda, Taliban, d'autres groupes djihadistes. On était resté en fait dans la logique de la bipolarité qui veut que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ben non, aujourd'hui c'est plus vrai, je suis désolé. Réfléchissez à ça. Juste un petit couplet dans le monde. Vous avez vu ce qu'avait mis Amin Malouf, là on est dans un monde complètement déréglé, déboussolé, etc. Hein, Amin Malouf parle de crise identitaire. Crise identitaire mondiale. Hein. Mondialisation, crise identitaire mondiale. Guerre mondiale, machin, voilà. Hein. Moi, il me semble qu'il est nécessaire, pour se poser un peu, de revenir à certains fondements, en particulier les fondements élémentaires de l'existence des sociétés. Philippe Moret-Desfarges nous dit « Les nations ne sont que le produit de l'histoire ». Ouais, d'accord, mais le plus grand bouleversement, croyez-moi, c'est pas moi qui le dis, hein, je ne suis pas un polémologue, ni un politologue. Le plus grand bouleversement, ça a été de s'imaginer que les États nés de la décolonisation étaient des États-nations. Je le répète, hein, le plus grand bouleversement qui s'est produit, c'est pour ça que je vous parle de rupture d'équilibre immédiate, hein, c'est de s'être imaginé en égocentriques occidentaux, hein, et par le fruit de l'histoire, hein, bien sûr, hein, que les États nés de la décolonisation sont devenus des États-nations tout de suite. Ils ne le sont pas devenus aujourd'hui. Alors je vous dis, à part l'Iran, hein, quand on dit l'Arabie Saoudite, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin bon, on peut la mettre dans le paquet, et l'Égypte. En fait, qui? Les grands empires du passé. D'accord? Hein? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je la mets entre parenthèses. Hein. C'est pour ça que je la mets. Mais c'est quand même un pays qui a eu une certaine unité ethnique. Voilà, si on peut le dire comme ça. Dans cette perspective, si vous voulez, là, j'aime beaucoup cette citation de Philippe, là, toute la connaissance approximative, etc. Bon, après, on en arrive où? Ce que définit, il y a déjà très longtemps, hein, si certains de mes étudiants, là, ils se souviendront que je leur ai cité le livre sur les relations internationales de Philippe Moret-Desfarges, hein, il nous définit ces trois fondements, ces trois motifs, ces trois prétextes élémentaires, hein, qui justifient l'existence des sociétés, de n'importe quelle société. Vous savez bien qu'en géopolitique, et dès qu'on parle de l'homme, hein, la vérité est relative, hein, on l'a vu ce matin, bon. Il y a quand même des fondements élémentaires, hein, qui sont un peu aussi... qui s'apparentent un petit peu, hein, à celle de la faune, moins l'intelligence. Hein. Enfin, au moins les animaux sauvages. Hein. Au moins les fauves. Hein. C'est survivre, hein,
puissance et identité. Alors, très rapidement, survivre, c'est l'obsession de tout groupe humain. Alors ça, c'est un postulat. La hantise de la disparition et la poursuite de la puissance se confondent souvent. La hantise de la disparition et la poursuite de la puissance se confondent souvent. Pour les empires en particulier. Regardez les Américains aujourd'hui. La puissance est souvent ressentie, c'est beaucoup de ressenti, hein. Mais c'est normal, on est des hommes, hein. On n'est pas des bêtes, comme on dit. Hein. La puissance, elle est ressentie souvent comme condition de la survie. Quand vous avez ça, présent à l'esprit, vous pouvez commencer à comprendre le fonctionnement de l'état du monde aujourd'hui. Donc, je vais très vite. J'espère que j'ai du temps, là, maître. Combien? Oh la vache, j'ai vite, alors. Bon, alors je vais aller très vite, là. Je vais vous parler directement des nouveaux acteurs et du concept de l'identité stratégique. Parce que sinon. Et puis on pourra parler du reste après. Vous voyez, j'avais plein de choses intéressantes à vous montrer. Alors, nous avons imaginé qu'il y avait de se limiter volontairement aux acteurs non étatiques transnationaux, dans le cadre de la mondialisation. Et j'évoque là le travail de recherche qu'on a réalisé il y a quelques années à l'ADRM. Vous savez, on l'a réalisé dans les années 2000. Hein. Vous voyez, déjà 15 ans après la chute du mur, quoi, une quinzaine d'années après la chute du mur. Sur la montée en puissance déjà des acteurs internationaux nés du processus de mondialisation. C'est ce concept d'entité stratégique. Vous apprécierez la cohérence de ce concept par rapport aux nouveaux acteurs. Moi, je les ai classés volontairement dans 4 catégories, non pas pour faire beau, mais simplement pour en faciliter le traitement. Les ONG, elles sont où ? Voilà. Les ONG, les organisations criminelles et terroristes, les médias et, oui, je fais une séparation, un distinguo entre les médias et Internet. Parce que Internet, ce sont les géants du numérique, c'est-à-dire les acteurs économiques et sociaux. L'entité stratégique. Très rapidement, qu'est-ce que c'est ? Vous allez voir que certains mouvements aujourd'hui, certaines organisations criminelles sont tout à fait des entités stratégiques. C'est une structure qui peut s'autogouverner et opérer directement par des voies violentes, diplomatiques ou autres. Il s'agit bien sûr des États, mais également des organisations transétatiques, telles que les acteurs que je viens de vous citer. Elles se composent de tous les systèmes qui permettent, entre guillemets, de fonctionner, au plan mondial en plus. C'est-à-dire un système de pouvoir, vous l'avez en haut, qui inclut les décideurs politiques et qui combine les appareils exécutifs, législatifs, judiciaires, ou leur équivalent. Un système de ressources qui mobilise et qui gère les moyens du système économique de la société en question. Le système fiscal, je le mets entre parenthèses, le système fiscal, sous toutes ses formes, en est une composante essentielle. Dans les grands groupes, Al-Qaïda, etc., il y a un système fiscal, vous le savez. Troisièmement, un système de régulation de la société sous contrôle de l'entité stratégique de satisfaction de ses besoins. Santé, éducation font partie de ce système. Je vous donnerai tout à l'heure l'exemple du Hezbollah ou l'exemple du Hamas. Et enfin, un système d'action stratégique, au sens large, qui comprend non seulement l'appareil de sécurité de ces acteurs non étatiques, mais également ses forces paramilitaires ou autres, mais aussi un outil diplomatique, les moyens de la stratégie d'influence, etc. Un seul exemple, le Hezbollah. Mais il y en a d'autres. Vous voyez, l'organisation du Hezbollah. Super. Entre parenthèses, je vais leur faire un peu de pub, là, c'est mes étudiants qui ont planché sur le Hezbollah, et ils ont fait un très bon
Très bon exposé. Vous voyez? Et ensuite, les systèmes que je viens de vous citer, hein, vous voyez, d'abord une force considérable, la branche armée, qui est capable de s'entraîner, de se renouveler, qui a ses camps, qui est financé, qui est équipé, etc. Je ne dis pas par qui, mais vous le savez. Un type d'entraînement, si vous voulez, un concept, une espèce de concept stratégique, hein, c'est bien sûr l'entraînement pour la guérilla urbaine, avec toutes ses composantes. Opération suicide, etc. Pose d'engins, entité stratégique. Alors, je vais essayer d'aller maintenant encore plus rapidement. Combien il me reste, maître, là? Et merde. Bon, allez, je termine vite. Je voulais simplement vous faire réfléchir sur le net est-il un quatrième pouvoir, parce que c'est une des conséquences de la mondialisation. La toute-puissance des géants du numérique. Je vous pose simplement la question. Deuxièmement, je voudrais vous faire réfléchir sur une tendance née de la mondialisation. Cette tendance, c'est l'externalisation de la guerre. Alors, j'aurais pu, évidemment, comme disait Christophe ce matin, j'aurais eu 2 heures de plus, ça aurait été super. Mais voilà, simplement une réflexion là-dessus. La France doit aujourd'hui non pas améliorer les choses, vous savez, comme on nous dit dans les documents officiels, il faut serrer les coudes, il faut se coordonner, etc. Vous savez combien il y a de personnes dans les services spéciaux et de renseignement français, tout confondu, à votre avis? 5 000 12 000 personnes. 12 000 personnes entre la DRM, la DGSE, la DNRED, le TRACFIN, la DPSD, etc. 12 000 personnes. Alors quand j'entends dire « Ah, mais nous, on n'est pas comme les Américains, on n'a pas une CIA à 50 000 mecs, etc. » On n'en a pas besoin. Avec une CIA omniprésente, une NSA extraordinaire, etc., et un FBI tout à fait performant, ils n'ont pas réussi, ils ne faut pas en rigoler, hein, mais ils auraient pu prévoir, ils étaient au courant, ils étaient informés de la proximité temporelle d'un attentat de grande amplitude. Mais le manque de coordination, le manque d'intégration a fait que ça s'est mal passé, quoi. Voilà, juste ce que je vais vous dire sur les leviers français. Ce qu'il faudrait, c'est pas un conseil national du renseignement, encore une fois je parle en off là, hein, qui passe ses journées à regarder, à épier le travail du représentant de la DCRI, le travail j'avais oublié la DCRI, tout ça, le travail des mecs de la DRM, à se méfier, à faire des alliances comme dans les monarchies, hein, à deux pour lutter contre la DGSE, etc. Non, mais ça, il faut arrêter, hein. Il faut un système, une chaîne de renseignement intégrée. Je ne vous en dis pas plus parce que je crois que j'ai largement dépassé mon...